Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de La peau de chagrin de Balzac, un roman publié en 1831, dans lequel Balzac met en scène un personnage, Raphaël de Valentin, dépositaire d'un talisman, la fameuse peau de chagrin, qui représente son énergie vitale, puisque à chaque vœu qu'il formule, la peau de chagrin rétrécit, l'amenant ainsi plus proche de sa mort. Dans le chapitre 3, intitulé L'agonie, Raphaël va essayer de se débarrasser de la peau de chagrin de différentes manières. Ici, il s'en remet à la science afin de se débarrasser de sa malédiction. Je passe à la lecture du texte. « Tiens, dit le professeur Planchette au chimiste, essaye de nous décomposer cette substance. Si tu en extrais un principe quelconque, je le nomme d'avance la diaboline, car en voulant la comprimer, nous venons de briser une presse hydraulique. »« Voyons cela !» s'écria joyeusement le chimiste. « Ce sera peut-être un nouveau corps simple. » Le savant cassa un rasoir en voulant entamer la peau, il tenta de la briser par une forte décharge d'électricité, puis il la soumit à l'action de la pile voltaïque. Enfin, les foudres de sa science échouèrent sur le terrible talisman. On le voit, cet extrait met en scène l'échec de la science face au talisman, face à l'inexplicable. Pourtant, il propose le déroulé efficace d'une expérience qui, même si elle rate, permet à Balzac de l'intégrer efficacement à la structure même de son roman. En ce sens, nous pouvons nous poser la question suivante. Que prouve la science dans cet extrait ? Pour répondre à cette question, je diviserai le texte en 4 parties. Une première de la ligne 1 à 5 dans laquelle nous avons la contextualisation de l'expérience. L'expérience en elle-même sera décrite de la ligne 6 à 13. Nous aurons ensuite, en troisième partie, la conclusion des scientifiques, ligne 14 à 25, avant d'établir la conclusion de la science elle-même, ligne 26 à 31. Je passe ainsi aux commentaires. Le texte s'ouvre sur une réplique du professeur Planchette au chimiste. On note la périphrase pour désigner Jaffé, l'autre scientifique convoqué par Raphaël. Cette périphrase qui le désigne par sa fonction scientifique, chimiste, accentue le contexte scientifique du passage que l'on retrouve aussi à travers le champ lexical de la science avec professeur, décomposer, substance, extraire, principe. On retrouve aussi le fonctionnement de la science qui a pour but de nommer ce qu'il découvre. Simplement, ce principe est ici dévoyé dans le sens où Planchette propose de nommer ce que précisément il ne comprend pas puisqu'il vient d'assister à quelque chose qui lui semblait impossible, la peau venant de briser la presse hydraulique qu'il avait utilisée pour l'agrandir. Deuxième élément étonnant, c'est le nom qu'il choisit, en l'occurrence la diaboline, qui est un néologisme formé sur le mot diable, appartenant au champ lexical religieux, qui est fort peu approprié dans la bouche d'un scientifique. La réplique du chimiste, toujours désigné par sa fonction, illustre l'optimisme de la science, caractéristique de la contemporanéité de Balzac, le 19e, optimisme qui se marque par l'adverbe « joyeusement » et la répétition du verbe « voir » à l'impératif. Il s'agit effectivement de voir ce qui existe pour découvrir le nouveau corps simple. Ici, les deux chimistes représentant bel et bien l'idéal de la science, à savoir répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?» en l'occurrence que la peau de chagrin. Je passe ainsi à la deuxième partie. Jaffé est toujours désigné par périphrase, ici le savant, et on va avoir l'énumération de ses tentatives. Il essaye de la couper avec un rasoir, il la soumet à l'électricité, à l'action de la pile, qui vont être résumés dans l'expression « les foudres de sa science », expression syleptique puisque foudre reprend le champ lexical de l'électricité au sens propre, mais aussi désigne au sens figuré dans l'expression « les foudres de quelque chose », la colère quasiment d'ordre divine ici. Cela accentuant de fait l'ambition démesurée d'une science qui s'attarderait sur ce qui est inexplicable, ici le talisman, le terme choisi renvoyant à sa fonction magique. L'adjectif antéposé, terrible, insiste sur l'effet de terreur qu'il produit, à la fois sur les scientifiques eux-mêmes, on rappelle la diaboline de la ligne 3, mais aussi sur Raphaël, puisqu'il représente sa vie. D'ailleurs, il est intéressant de noter ce champ lexical de l'électricité, puisque dans le roman, c'est précisément l'électricité qui sert, entre autres, de modélisation de l'énergie vitale. On aurait ainsi une opposition entre un sens propre et un sens figuré, qui illustrerait la confusion des scientifiques entre physique et métaphysique.
Le temps qui passe, à la ligne 9, accentuerait encore cette référence à la théorie de l'énergie vitale, de même que la convocation des 7 heures du soir, qui font référence à l'heure d'une prière, en l'occurrence l'Angélus, qui est la commémoration de l'incarnation, ce qui est effectivement le cas de la peau de chagrin, qui incarne un principe divin, qui incarne proprement l'énergie vitale de Raphaël. 7 heures du soir, c'est aussi l'heure de l'office des complis, liturgie qui repose sur l'évocation de la mort, qui là encore peut faire référence à l'inéluctabilité de la mort de Raphaël. On note l'asylepse dans l'expression le chagrin sorti victorieux. C'est à la fois la peau de chagrin qui met en échec la science à travers Japhet, mais aussi la peine de Raphaël qu'il va exprimer de manière exclamative « Je suis perdu ». Cette victoire est une victoire contre la raison, le nom sur lequel est formé l'adjectif raisonnable, une raison fondée elle-même sur la science, convoquée par la chlorure d'azote, qui a été découverte assez récemment avant la publication de la peau de chagrin. Même les dernières découvertes scientifiques sont incapables d'expliquer l'inexplicable, ce qui laisse à Raphaël comme seul échappatoire la croyance « Dieu est là, je vais mourir ». À travers ces deux phrases simples juxtaposées, on peut voir là encore la représentation de la peau de chagrin, qui est effectivement un talisman d'origine divine, puisqu'il a été créé par Salomon, qui représente sa vie, puisqu'il va mourir. Il quitte ainsi la raison et la science pour la croyance, de la même manière qu'il laisse les deux savants. Il est intéressant de noter l'adjectif « stupéfait » qui, au sens propre, désigne quelqu'un qui est dans l'incapacité d'agir, ce que sont bien les savants dans cet extrait. Je passe à la troisième partie, dans laquelle nous allons avoir la conclusion des scientifiques eux-mêmes. Il va s'agir avant tout de cacher l'échec, et notamment de le cacher aux autres scientifiques, ce qui permet à Balzac une remarque acerbe sur la rigidité académique de la science, qui refuse de prendre en compte certains phénomènes. Le pronom personnel « se » dans « ils se regardèrent » est intéressant dans le sens où il peut être aussi bien un pronom réfléchi qu'un pronom mutuel. Ils se regardèrent l'un l'autre ou ils se regardèrent eux-mêmes. Toujours est-il qu'ils ne se communiquent pas leurs pensées, c'est-à-dire que la conclusion leur échappe, ou en tout cas, ils refusent de la donner. On retrouve la juxtaposition à travers la comparaison du vocabulaire des scientifiques et des croyants, ils étaient comme des chrétiens, qui insistent sur la proximité des uns et des autres, puisque leur système, quel qu'il soit, repose en réalité plus sur de la croyance. La succession des questions et des réponses exclamatives va venir insister sur l'inefficacité de la science, en résumant les diverses phases de l'expérience et en insistant sur leur échec. La comparaison de la pile voltaïque et de la foudre à des bilboquets, puis celle de la presse hydraulique et de la mouillette, va venir insister sur le caractère ridicule de cette science, qui s'est proprement ridiculisée dans cet extrait. De la même manière que Raphaël, le baron Japhet, qui perd sa périphrase de chimiste, et Planchette vont alors recourir à la croyance, l'un au diable, l'autre à Dieu, ces croyances étant explicitées par la suite. Planchette croit à Dieu puisqu'il est mécanicien et Japhet croit au diable puisqu'il est chimiste. On observe ainsi un chiasme qui représente le fait qu'ils sont précisément tous les deux dans leur rôle, enfermés dans ces rôles. On note aussi l'aspect création dans la définition du mécanicien et l'aspect destruction dans la description de la chimie. Et il est surtout intéressant de voir que la chimie est décrite comme l'œuvre d'un démon, pose problème dans l'analyse de ce que Planchette appelait par avance la diaboline, comme s'il s'agissait en réalité d'une science qui s'analysait elle-même. Ce qui, pour le coup, se justifie dans le sens où la peau de chagrin est effectivement la modélisation d'une théorie scientifique. Il y a donc, à travers cette reprise, un effet de mise en abîme qui échappe totalement aux deux scientifiques, mais qui s'explicite pour le lecteur attentif. C'est ainsi que je passe à la quatrième partie, dans laquelle les scientifiques vont prendre un peu de distance et présenter les conclusions de la science en général, plus que leurs conclusions particulières. Deux premières répliques. Nous ne pouvons pas nier le fait. Pour nous consoler, les doctrinaires ont créé ce nébuleux axiome, bête comme un fait. La science pose bel et bien la question du sens. Quelque chose qui est bête n'a pas à être expliqué, mais cet axiome est bel et bien nébuleux dans le sens où il sert à expliquer quelque chose qui est inexplicable. L'inutilité de cet axiome
se démontre par l'effet d'Antanaclase, bête comme un fait, fait comme une bête, qui repose sur une configuration en chiasme, qui montre toujours l'enfermement des scientifiques dans leurs sciences respectives, mais qui montre aussi le retournement de situation, le renversement de cette situation. On est passé du particulier au général, puis du général au particulier, les doctrinaires ton axiome, montrant ainsi l'inefficacité de la science, qui se clôt sur le rire, caractéristique diabolique qui renforce les constructions chiasmatiques qui précèdent. Par la négation exceptive, le miracle est réduit à un phénomène et est donc exclu du domaine de la science, celle-ci étant mise en échec, mais prenant cet échec à la rigolade. Que prouve la science dans cet extrait ? Tout d'abord, diégétiquement, elle ne prouve rien. En effet, l'expérience a échoué et le miracle est devenu un simple phénomène. En ce sens, il y a un intérêt à cet extrait dans l'économie générale du roman, puisqu'il insiste sur la dimension fantastique de ce roman. Il est impossible de prouver ni qu'il y a une explication rationnelle, ni qu'il y a une explication irrationnelle, et la science joue son rôle dans ce doute irréductible. Plus largement, par son échec, la science prouve son incomplétude, et cela est à mettre en lien avec la foi de Balzac dans ce qu'il appelle une science future, qui intégrerait la métaphysique, qui à son époque est refusée par les scientifiques, ou en tout cas qui est refusée par les scientifiques dans cet extrait. De la même manière, par la confrontation des champs lexicaux de la science et de la religion, auxquels on peut associer les chiasmes et les négations comme figuration stylistique d'une présence diabolique dans le texte, la science prouve son opposition de façade à la religion, ce qui est intéressant puisque il y a un certain nombre de résonances contemporaines dans le sens où on assiste au XIXe siècle à l'invention du conflit entre science et religion, ce conflit étant représenté stylistiquement ici. Cependant, il ne faut pas oublier que le talisman n'est pas qu'un talisman. En l'occurrence, dans la peau de chagrin représente l'énergie vitale qui est elle-même une théorie scientifique. Et en ce sens, diégétiquement, l'échec de la science est la preuve paradoxale d'un destin à l'œuvre. En fait, ce que prouve l'expérience, c'est la réalité du talisman. Et en effet, le paradoxe va s'accentuer en prenant en compte ce que symbolise le talisman dans le roman. C'est par son échec que la science prouve scientifiquement la validité de la théorie scientifique de l'énergie vitale. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la construction de la négation, lignes 17 à 20. La négation peut se construire de deux manières, soit par préfixation, on parle alors de négation lexicale, soit en ajoutant un mot dans une phrase, on parle alors de négation syntaxique. Nous avons deux exemples de négation lexicale, impuissante et déshonorée. Dans les deux cas, il s'agit d'adjectifs qui vont être niés par préfixation, mais les préfixes négatifs sont différents. L'adjectif puissante va être nié par le préfixe un et l'adjectif honoré par le préfixe des. Pour ce qui est de la négation syntaxique, nous en avons une occurrence sans trouver un dieu dans le ciel. Il s'agit ici de la négation d'un verbe, trouver, mais il est intéressant de noter qu'elle ne respecte pas la construction traditionnelle de la négation verbale. En effet, habituellement, le verbe est nié de manière bitensive avec un discordantiel, ne et un forclusif qui donne sa portée, pas, que ou autre adverbe. Cependant, ici, la négation repose sur une préposition, sans. Cela s'explique par le fait que le verbe est ici à l'infinitif et qu'il possède alors les caractéristiques syntaxiques d'un nom. En effet, le nom peut être nié de manière lexicale, par préfixation, mais aussi de manière syntaxique, par l'ajout de la préposition négative sans, ce qui est le cas ici.